Je hais chose. cette époque. C'est vrai. Je la hais. Parce Je que... hais ce siècle. J'aime pas du tout. Mais qu'est-ce qui vous irrite? Tout. 2023 a été une année majeure dans la démonstration du déclin du cinéma grand public occidental. Et je crois que beaucoup de gens se retrouveront dans cette vidéo. Salut à tous, c'est Vin sur Plotime et on se retrouve aujourd'hui dans la deuxième partie des top 2023. Donc je vous renvoie à la première si vous ne l'avez pas déjà vue, consacrée au top des films que je valide en tout cas de l'année 2023. Là, nous arrivons à la partie maléfique, le flop. Et vous allez voir que j'ai trouvé beaucoup de déceptions, mais également beaucoup de daubes puantes. Je vous invite à vous pincer le nez devant cette vidéo, ça va sentir très fort. Et à tel point que je commençais à me rendre compte que je regardais beaucoup trop de merde. En effet, en 2024, je pense que je vais mieux choisir mes films, mais surtout mes séries, parce que les séries c'est long à regarder, et ça prend du temps. Et c'est vraiment ça... Non, j'ai gaspillé du temps, je regrette. J'ai gaspillé du temps devant beaucoup de séries que j'aurais dû laisser... comme ça, passer quoi. Non mais sans déconner, des fois je m'arrêtais en plein milieu en me disant mais qu'est-ce que je regarde là? Qu'est-ce que je regarde? Tu ne veux pas plutôt relancer Breaking Bad? Parce que vraiment des fois je regardais à nouveau des vieux extraits de Breaking Bad et je me disais waouh, mais c'était tellement bien réalisé, mais je veux voir ça moi. Bref, avant de vous dévoiler le plat de résistance de cette seconde partie du top 2023, j'aimerais vous proposer une solution pour meubler le temps devant un film claqué au sol qu'on vous forcerait à regarder. C'est pourquoi je vous présente mon sponsor du jour. Il s'agit d'un jeu de rôle mobile et PC totalement gratuit joué par plus de 80 millions de joueurs à travers le monde. Pour ma part, j'y joue sur PC. Ce jeu étant de temps. D'une part, participer à des compétitions dans un registre plus sérieux, ou d'une autre, briser le temps entre deux lignes de métro. De plus, on nous propose un vrai travail de chara-design pour la présentation des 800 champions uniques, ce qui est plutôt élégant pour un simple jeu mobile à la base. Vous pouvez même personnaliser ces derniers. Avec ça, il y a toujours de nouveaux champions et de nouvelles mises à jour. Un que j'adore par exemple, c'est Sir Nicolas, le Père Noël légendaire du vide. Il est particulièrement utile pour les boss de clan, mais il est viable dans tous les domaines du jeu. Ou encore Tormine le Froid, un autre champion légendaire du néant, et il est considéré comme un grand champion pour le contenu de fin de partie. Et une nouvelle mise à jour vient d'être lancée dans le jeu, la Cité Maudite, avec 100 étapes à franchir, y compris des étapes où vous devez vaincre 2 boss en même temps. En utilisant le lien dans la description ou en scannant le QR code à l'écran, vous pouvez obtenir des bonus d'entrée pour les nouveaux joueurs avec 2 champions épiques. Le premier est Lightsworn et le second Juliana. Après avoir atteint le niveau 15, elle devient une tueuse de boss de l'ordre sacré. Une fois dans le jeu, retrouvez-moi sous le nom de Rôtisserie et rejoignez mon clan du même nom. Nous allons pouvoir faire rôtir des ennemis ensemble. J'avais vraiment hâte de vous présenter ce jeu pour les 1% restants qui n'en ont jamais entendu parler. Raid Shadow Legends. Bien, nous allons pouvoir tranquillement commencer avec les séries. Alors je précise que j'ai filmé en 2 temps, en 2 jours, donc c'est pour ça que si vous voyez une différence d'image, c'est tout à fait normal. Bref, les séries, oh la vache, j'en ai sélectionné 9. Voilà, j'ai 9 séries pour mon flop. Donc en commençant en 9e position par Gen V. Je me suis baladé sur Allociné, voilà, sur ce site très connu, et j'ai vu que les notes étaient quand même vachement hautes pour cette série, et moi je me suis dit, mais attendez, mais le chèque est passé où là? C'est pas possible, enfin, le chèque est passé quelque part. C'est pas possible autrement. Je veux dire, cette série, il y a un problème. Il y a un vrai problème. Non mais attendez, j'ai lu des critiques, oh mais c'est digne de la série originale! Mais tu te fous de moi en fait. C'est digne de la série originale, ça, ce truc où il ne se passe rien. Ah mais je vous jure, mais ça m'énerve, hein, rien d'y penser, c'est vide, c'est lent, c'est... Vous savez, je me suis dit, ah bah oui forcément, si vous voulez vous spoiler la série, il suffit simplement de regarder un petit peu le sort des Bridesmen. Et je me suis dit, ouais, vous savez, les fameux hommes blancs hétéros, mais après je me suis dit, mais pourquoi se focaliser sur les hommes blancs hétéros alors qu'on pourrait tout simplement faire en sorte que tous les blancs soient les méchants. Et c'est marrant parce que ça va vraiment dans le sens posé de ce que la série racontait, parce que ça parodie beaucoup ça. Et ce qui m'énerve, c'est que Gen V va un petit peu essayer de surfer sur la même hype, vous savez, de la première série qui surfait beaucoup sur le wokisme, sur le fait que les médias l'utilisaient beaucoup. Mais sauf que là, cette série utilise ça de façon très hypocrite parce que putain, mais qu'est-ce que c'est woke, bordel? Oh là la vache, je hais cette série, je la hais. Je la hais. Et en plus, elle a été renouvelée pour une seconde saison alors que la première ne marche pas. Je veux dire, voilà, paye ta propagande. Bon, voilà. Dans le même lot, en 8e position, j'ai mis... Oula, ça va gueuler, mais je suis désolé, j'insiste. Je suis ferme sur mes appuis. J'ai mis The Last of Us, saison 1. Voilà. Et non,
Voilà, je ne suis pas un geek. Non, c'est sans déconner, j'en ai parlé suffisamment sur ma chaîne. Vous avez vu toutes mes vidéos, j'ai fait une vidéo par épisode, sauf l'épisode 7 je crois. Mais vraiment, cette série, c'est... Pour moi, je la qualifie de la série la plus surcotée de tous les temps. Voilà, j'avais sous-estimé à quel point la fanbase pouvait en faire des caisses, en faire des tonnes. C'est n'importe quoi vraiment, les gens rejouer au jeu. Regardez juste les cinématiques sur YouTube, la compilation. Vous savez, vous tapez The Last of Us film, vous trouverez des compilations cinématiques. Regardez un petit peu la version PS5, la restauration, à quel point c'est magnifique. Et faites une comparaison entre la série et cette compilation de cinématiques PS5. Mais il n'y a pas photo, le jeu est bien au-dessus. Bien au-dessus, même les acteurs jouent mieux. Les animations faciales sont mieux faites. Les expressions des acteurs ne sont pas bons. Genre Bella Ramsey, et ça j'en ai parlé plein de fois, j'ai expliqué pourquoi elle n'a pas été un bon choix pour cette série. Tout le choix de cette série est marketing. Pedro Pascal, pour moi, il n'aurait pas dû jouer Joel. Il a été choisi parce que c'est le copain d'HBO. Voilà, pareil pour Bella Ramsey, pareil pour tout un tas d'autres acteurs. Nick Druckmann, qui s'est complètement lâché dans sa propagande. Voilà, j'en dirai pas plus, j'en ai suffisamment parlé. Vraiment, enfin, l'épisode de Bill, je suis désolé, mais enfin, j'en parlerai de toute façon, j'en parlerai. C'est pour moi, ce n'est pas, enfin, tu ne peux pas te cacher tout le temps derrière le progressisme. Tu peux pas toujours cacher ta série en disant ah non c'est bon, j'ai eu mon bouclier progressisme, je suis tranquille, personne ne la critiquera. Non les gars, Enfin, il y a plein de trucs qui ne vont pas dans cet épisode. J'en ai déjà parlé, j'en reparlerai parce que visiblement c'était pas clair pour tout le monde. Mais cette série, pour moi, je vais pas dire que c'est un fiasco, parce qu'il y a quand même des points forts. Pour moi, vers la fin, on a commencé à choisir un réalisateur qui commence un peu à sortir du lot, mais c'est tellement carré, c'est trop propre, trop clean. Il y a des acteurs qui sont un petit peu trop en chair pour jouer dans un univers post-apocalyptique. Je sais pas, non, ça va pas. Cette série, ça va pas du tout. J'en parlerai encore une fois. De toute façon, il y aura une saison 2, donc ça sera l'occasion d'en parler. Mais voilà, pour moi, cette série, c'est une déception assez colossale, mais je l'ai quand même mis, je l'ai mis assez bas dans le classement, parce que juste au-dessus, nous avons la saison 3 de The Mandalorian, encore une série avec Pedro Pascal, même si on a cru entendre dire que Pedro Pascal ne joue plus dans la saison 3, je crois que il ne fait que prêter sa voix. Et il a bien raison d'ailleurs. La saison 3 de The Mandalorian pour moi, ça va pas quoi en fait, genre on s'écarte trop. On est parti du concept western de la première saison qui était vraiment focalisé sur un seul personnage. Là, on a voulu se la jouer Game of Thrones, je dirais même plus, on a voulu se la jouer un petit peu Endor. Waouh, si t'as pas le talent derrière, ça marche pas, hein. C'est assez impressionnant. Non, franchement, cette saison, c'est un peu n'importe quoi. Et surtout que, au moins ce qu'il y avait d'admirable dans les premières saisons, c'est que tu voyais que niveau écriture, ça flanchait, c'était pas ouf. C'était pas très stable, mais on regardait pour le plaisir de la mise en scène, du style, ça puait de la classe. Et après, dans la saison 2, on regardait vraiment pour le fanservice. Mais là, en fait, ils ont voulu se la jouer. On va mettre un petit peu de complexité, un petit peu de scénario. Ouais, non, mais si t'as pas le talent derrière, ça ne sert à rien. Et en plus, voilà, c'est la compilation du cringe. Voilà, avec le Blackjack, enfin, cet épisode-là, c'est n'importe quoi. Par contre, c'est vrai que sur la forme, c'est quand même assez joli. Les effets spéciaux sont assez réussis, mais non, vraiment, c'est la déception. Le Mando n'est plus le personnage principal, il n'est plus le personnage principal de sa propre série. Voilà, de toute façon, j'en ai très longuement parlé sur ma chaîne, voilà, donc allez voir la vidéo dédiée à cette saison. En 6e position, j'ai rangé Shadow and Bone saison 2. Vraiment, c'est... Vous savez, j'en ai reparlé dans ma vidéo, mais j'avais revu la première saison, parce que j'avais été plutôt positif. En revoyant la saison, je me suis dit, mais attends, mais c'est pas bon en fait. C'est bourré de défauts, c'est très teenager, c'est très Netflix. Et la saison 2, bon voilà, apparemment c'est pas fidèle. Je n'ai pas lu les livres, mais apparemment une fois encore, ils se sont écartés. Et ça se voit, en fait, quand tu fais un truc différent, ça se voit. Voilà, bref. Donc voilà pour moi, Shadow and Bone saison 2, c'est poubelle. En 5e position, nous avons la série Sweet Tooth saison 2. Ouh là là. Oh là là. Pareil, j'étais positif sur la première saison, mais parce que c'était l'époque où je n'étais pas encore lassé, vous savez, de la propagande Netflix.
du format très chewbaquesque. Là, c'est plus possible. Je suis arrivé à un stade où tout me lasse. Tout. Vous voyez, c'est bien la preuve que Blue Eye Samurai, j'ai dit Blue Eye Samurai la dernière fois, ça se prononce Blue Eye Samurai, c'est bien la preuve que quand une série est bien écrite, ça sort de l'eau et là du coup je la retiens. Mais il y a quand même la phase de lassitude, parce que j'ai vu tellement de séries Netflix, même de séries actuelles et de films modernes qui parlent toujours des mêmes sujets, qu'au bout d'un moment je commence à être lassé et parfois ça passe, comme Blue Eye Samurai, quand je fais mon deuil sur le côté très lassant. Parfois ça passe, mais parfois ça ne passe pas, comme cette série. Cette série, la première saison, à cette époque-là, j'avais plutôt apprécié parce que voilà, c'était un moment où je n'étais pas encore habitué à ce genre de série. Là, la saison 2, c'est trop. J'en peux plus. Tout m'énerve dans la série, tout m'énerve. Tout. Je la hais. Je la hais, cette série. Vraiment, c'est la série, mais gentillette, mignonne, lisse. C'est ridicule. Tous les acteurs me saoulent. C'est cette meuf avec son regard tout le temps comme ça, là. Elle est tout le temps comme ça, mais tout m'énerve. Tout. Ah, purée, c'est vraiment, c'est bienveillant, c'est à fond, à mort. C'est plat. Les acteurs ont été choisis pour leur physique. C'est vraiment, tout est carré. Il y a rien de naturel là-dedans. Je n'y crois pas une seule seconde. Enfin bref, c'était une horreur, cette série. Et vraiment pour la finir, c'était une horreur. Vraiment ce côté gentil jusqu'à la fin, méchant, très méchant. Waouh, purée, je la hais, cette série. Ah, bon allez, on passe à la suite. En 4e position, j'ai mis The Witcher, saison 3. Voilà, faut pas déconner, cette série n'est plus bonne du tout. On m'avait dit, attention, parce que dans ma vidéo où j'ai écrit dans le titre, la série The Witcher de Netflix n'est plus une bonne série. Moi, on m'a dit, attention, elle n'a jamais été bonne. Mais moi, j'insiste pour dire que la première saison, il y avait un cachet. Il y avait quelque chose une ambiance nordique qui se dégageait vraiment avec la musique, voilà, c'est le côté neigeux. Surtout que c'était beaucoup plus fidèle par rapport aux autres saisons. Et là, en fait, ce qui est assez curieux, c'est que la saison 3 est plus fidèle. Voilà, elle se rapproche, elle retombe sur ses pattes. C'est assez intéressant. Mais par contre, c'est la preuve vivante que si tu n'as pas le talent derrière, il faut un talent d'adaptation, un talent d'écriture pour pouvoir retranscrire à l'écran un livre. Mais si tu n'as pas ce talent, ça se voit. Et bah du coup tu t'emmerdes. Tu t'emmerdes en plus qu'il y ait des rajouts, encore une fois, qui ne sont pas utiles. Et pour moi, encore une fois, le contre-exemple parfait, ça a été bah voilà la série spin-off de Game of Thrones, House of the Dragon, qui là, c'est la preuve vivante que si tu as le talent d'écriture, tu fais un truc de fou quoi. Parce que vraiment, ce qui est incroyable avec cette série, c'est que il y a quand même une grande différence avec le livre, mais en même temps c'est très très proche. C'est à la fois très proche et très différent. Il y a un style, le scénariste a placé sa patte et ça se voit quoi. C'est bien foutu. Il y a une profondeur à rajouter aux personnages, des liaisons, des cohérences qui ont été rajoutées. C'est super bien fait, super bien fait. Mais si tu n'as pas ce talent-là, tu obtiens The Witcher. Tu obtiens la série The Witcher saison 3, une série, voilà, une saison qui est beaucoup plus proche des livres. Mais si tu n'as pas le talent, encore une fois, eh bien, ça ne sert à rien. Tu t'enfonces dans les abysses. Je vois que tout le monde n'a pas aimé l'épisode du désert. Moi, ça avait été ok parce que justement, c'était un épisode qui était beaucoup plus fidèle. Mais c'est vrai qu'avec du recul, je me rends compte que, bah oui, bah voilà, si tu n'as pas la compétence pour réaliser une série de taille, une série digne d'un Game of Thrones, eh bien, tu te plantes. Voilà. Donc voilà, saison très décevante et j'ai hâte de voir la saison 4 où Henry Cavill ne sera plus là. Ça va être le bide absolu, ce qui a été plus ou moins le cas de la 3e saison, qui a moins bien marché que les précédentes. Donc j'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de préparer mes ultimes vidéos sur la série, parce qu'après je pense qu'elle sera annulée. Donc voilà. Ensuite, en 3e position, j'ai rangé Marvel Secret Invasion. Je crois que c'est une série Marvel qui ne vole pas sur... Il y a une moto qui passe là. En plus, c'est vraiment... ces motos dégueulasses avec des gros bruits. Je pense que c'est une série Marvel qui mérite vraiment sa place dans le flop 2023 parce que là, vraiment, moi ce que j'ai horreur, c'est quand on essaye d'avoir l'air mature alors que clairement le scénariste c'est un bébé quoi. Et d'ailleurs, les mecs ont pleinement assumé utiliser une IA pour faire leur générique. J'aimerais vraiment qu'ils assument le fait d'avoir utilisé une IA pour le scénario.
parce que cette série, c'est le cas. Ça se voit quand même. Je veux dire, c'est bon, arrêtez de nous prendre pour des bleus. On voit bien que vous essayez de générer une IA pour créer un scénario de merde. C'est... En plus, je me suis fait engueuler. Je me suis fait engueuler dans ma première vidéo pour avoir dit que c'était plutôt moyen, voilà, pas génial. Et non, c'est du Marvel qui sort du lot. Non. Mais vous foutez de ma gueule ou quoi? Ça sort pas du lot, ce truc-là. C'est bidon, c'est fade, c'est bourré d'incohérences. Donc voilà, j'ai déjà fait une longue vidéo sur cette série complètement au ras des pâquerettes. Et je pense qu'on va pouvoir passer en deuxième position, qui est encore une série Disney+, Ahsoka. Pour moi, c'est un fiasco. Voilà, j'en ai parlé pendant 20 longues minutes. Il y a tellement de choses à dire, tellement de n'importe quoi. Tellement de choses pas cohérentes, tellement de personnages inintéressants, tellement de girl power qui ne s'assument pas. Putain, voilà, pareil, cette série, je la hais aussi. Je la déteste. Ça m'énerve, j'en ai marre de voir autant de potentiel gâché comme ça. Autant d'acteurs de talent stylés comme Hayden Christensen, qui s'est donné un petit peu, qui a donné son temps pour rejouer le personnage Anakin, et on sent qu'il a pris plaisir à le faire. Mais il y a tellement mieux à faire avec ça. C'est comme la série Obi-Wan, il y a tellement mieux à faire. Bon, évidemment, sur la forme, la série Ahsoka est beaucoup mieux. C'est beaucoup plus joli, beaucoup plus fin. Les réels intéressant, hormis les combats qui sont très mous. Vraiment, les combats, ça va pas. Hein. Ça manque d'entraînement. Tu vois bien que les acteurs n'ont pas été formés pour ça, mais vraiment, c'est... En plus, j'adore Ahsoka. C'est mon personnage de l'univers étendu préféré. Elle est excellente. Dans la série Clone Wars, dans la dernière saison de Clone Wars, elle est excellente. Avec son combat contre Dark Maul, c'est excellent. C'était jouissif, c'était puissant. Mais où est passé ce Star Wars? Il est où? Vraiment, on a sacrifié Star Wars sur l'autel du progrès, sur l'autel du oh, regardez, de la femme forte. Quel gâchis. Vraiment, Bref, écoutez. Avant de passer au numéro 1 de cette liste des pires séries 2023, comme à chaque fois, je vais mentionner quelques séries flop que je n'ai pas rangées dans cette liste. Vous allez comprendre pourquoi. Castlevania Nocturne n'est pas dans ma liste des pires séries de l'année 2023. Pourquoi? Eh bien parce que la série est beaucoup trop belle. Beaucoup trop belle. Vraiment, ce visuel, j'adore. Vous savez, je n'ai pas beaucoup parlé du visuel de Blue Eye Samurai parce que je n'ai jamais été très fan de tout ce qui est cel shading. Après, c'est vrai qu'en termes de direction artistique, c'est assez impressionnant et surtout que c'est beaucoup plus soigneux. C'est très soigné pour ce style qu'ils essaient d'adopter. Mais Castlevania Nocturne, c'est vraiment trop beau. C'est clairement au-dessus. Il y a une maîtrise de l'animation 2D qui est incroyable. Les scènes d'action, de scènes de combat, je n'ai jamais vu ça. C'est hyper jouissif à regarder. Malheureusement, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Mais voilà, encore une fois, on est sur une série Netflix. Ça parle encore des mêmes sujets. Voilà, anti-racisme, esclavage, tout le bordel. Putain! On est dans Castlevania! Mais qu'est-ce que vous nous savez? Enfin, surtout que ça se passe pendant la Révolution française. Il y a quand même un peu d'autres sujets. Parce que j'ai vu des gens dans les commentaires dire « mais ça se passe, tu sais que les Antilles existent, d'accord, mais ça se passe pas dans les Antilles. Ça se passe en France. » Ça, c'est vraiment marrant, c'est l'argument ultime. C'est « ouais, les Antilles, tu sais. » Non mais attends les gars, il ne s'est pas passé que ça pendant la Révolution française. Il y a eu autre chose. Il y a eu la Révolution française, par exemple. Enfin, je sais... Purée, les gars, vraiment, c'est toujours les mêmes sujets, toujours. Alors qu'on aurait pu faire un truc intéressant avec ça, avec le sujet autour de la Révolution française. Ça aurait été intéressant, on aurait pu faire en sorte que les personnages croisent Napoléon, tout ça, enfin... Merci beaucoup. Non, vraiment, c'est insupportable. Changez de sujet. Changez. Parler d'autre chose que de l'esclavage, du féminisme, du patriarcat, c'est possible, on peut le faire. Il est possible. Oui, l'écologie aussi, j'avais oublié. Parce que les sujets récurrents, c'est écologie, vegan, tout ça, enfin, bref... Ah là là, c'est... Bon, bref. Donc, pareil, je n'ai pas noté Vikings Valhalla saison 2 dans la liste des flops parce que, bon, bah, c'est... Il y a pire, quoi, il y a pire. Mais c'est vrai que cette série, pour moi, c'est un non. Voilà, c'est un non. On se fout de nous. Ce n'est pas du Viking. C'est tellement inférieur aux dernières saisons de la série originale. Donc vraiment, ne regardez pas cette série. Elle ne mérite pas de marcher. D'ailleurs, elle ne marche pas. Hein. C'est juste que Netflix avait commandé 3 saisons d'affilée. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à ce résultat des séries qui ne marchent pas, mais malgré tout, qui sont toujours diffusées. D'ailleurs, je sais pas quand est-ce que sera la saison 3. Bref. Donc voilà, pour moi, c'est un non.
Mais je ne l'ai pas rangé dans ma liste des pires séries, tout comme Black Mirror saison 6, je ne l'ai pas rangé. Ce n'est pas une mauvaise saison, hein, c'est juste que c'était pas la meilleure. Il y a des moments, des choix artistiques que je n'ai pas appréciés, et j'en avais parlé dans ma vidéo basée sur la critique de cette série. Pour moi, Black Mirror ne devrait peut-être pas changer en quelque chose de fantastique. Pour moi, c'est de la SF. C'est vrai que ce n'est pas grave, une fois de temps en temps, de s'égarer un petit peu, de raconter autre chose, mais là, ils ont fait... Enfin, la majeure partie des épisodes de cette saison s'écarte beaucoup trop de ce phénomène, vous savez, très high-tech, très basé sur la technologie, et c'est plus une erreur pour moi. La série La Reine Cléopâtre n'est pas dans ma liste non plus, parce que ce n'est pas une série, enfin, c'est pas vraiment une série, c'est plus une série documentaire, surtout que, voilà, j'en ai suffisamment parlé, et d'ailleurs, ce n'est pas une si mauvaise série que ça, parce que ça raconte, plutôt, finalement, l'histoire de Cléopâtre. Par contre, et ça j'en ai parlé dans ma vidéo, mais c'est juste que c'est raconté à travers, comment dire, le récit, le narratif de Netflix de l'époque moderne. Voilà, il le raconte comme ça les arrange, en retirant les choses qui ne les arrangent pas, en plaçant les choses qui les arrangent, en mettant énormément en avant les choses qui pourtant n'étaient pas importantes dans l'histoire, mais parce que ça correspond, ça coche le test de Bechdel, et bien voilà, on le place ici. Bref, c'est insupportable, c'est insupportable. Voilà. Mais bon, j'en ai parlé très longuement dans ma vidéo, j'ai parlé un petit peu aussi des origines, enfin le fait que pourquoi ça fait polémique. Donc voilà, Lupin saison 3, je ne l'ai pas rangé dans ma liste parce que voilà, pareil, c'est pas une mauvaise série, mais c'est juste pas bon quoi. Voilà. Mais enfin, de là le ranger dans les pires séries de 2023, je pense pas que ce soit une bonne idée. Il y a des efforts de mise en scène, de réal. Je pense que pour la ménagère de 50 balais, ça fait le café. Mais pour les gens habitués aux séries comme moi, c'est plutôt lourd quoi. Ah oui, et aussi il y a une série que je n'ai rangée dans aucun de mes tops. C'est La Chute de la Maison Usher. Alors attention, précision, je n'ai pas pu finir cette série. Je n'ai pas pu la finir, et pourtant, Dieu sait que j'adore Mike Flanagan. Sa première série sur la maison hantée, je sais plus comment ça s'appelle, The Haunting Hill House, c'est l'une de mes séries d'horreur préférées. C'est l'une des séries d'horreur qui m'a le plus fait peur. La série qu'il a fait juste après, qui est une sorte de suite spirituelle, je l'ai détestée, mais après, c'est un peu différent parce que il n'a pas vraiment travaillé sur la série, il a plus... je crois qu'il a showrunné, mais c'est pas lui qui l'a réalisé de façon propre. Donc ça se voit vraiment à l'écran. Il a fait une série après qui est Sermon de minuit, qui est une série de vampires incroyable. C'est vraiment très fine, très... j'adore. En plus, ça parle du folklore catholique, parce qu'il a eu une éducation catholique chrétienne, je crois. Et en fait, curieusement, cette série n'a pas pour but de culpabiliser les religions, mais juste raconter une histoire sur le folklore catholique, et ça marche vraiment bien. C'est très mystique, très flippant, et je n'ai pas vu la série qu'il a fait juste après, qui avait l'air très teen. Par contre, La Chute de la Maison Usher, moi je me suis dit, forcément, je me lance dedans. En plus, il y a, comment il s'appelle, Mark Hamill. Il y a Mark Hamill qui joue dedans. Je lance la série, je me dis, waouh, ça c'est beau, c'est trop beau, c'est du Mike Flanagan, c'est de la réalisation soigneuse, c'est une image mais tellement stylée, tellement belle. C'est... waouh, je me suis dit, j'ai régalé. Les deux acteurs, la discussion qu'on a au début avec là dans la maison, c'est posé, il y a une ambiance, mais il y a un mais, la série avance et je me fais chier. Je me fais chier. C'est rare, hein, c'est rare que je me fasse autant chier dans une série de Mike Flanagan, mais vraiment là je me fais chier, je ne comprends rien ce qui se passe. Là on va me dire ouais mais il faut mieux écouter. J'ai écouté et surtout que là je me suis dit j'ai un choix, soit je continue, soit je l'arrête. Je me suis dit bon allez, je vais me forcer un petit peu, et il y a cet aspect aussi que je n'ai pas aimé, il y a un aspect bobo, très bourgeois, et les personnages sont très exécrables, apparemment c'est fait exprès, certes, mais je n'arrive pas à apprécier une série si je ne peux pas m'identifier aux personnages, ils sont tous insupportables, tous. En plus avec ce côté très progressiste, bourgeois, le gars avec ses ongles teints, ses ongles vernis je veux dire, c'est oh là là, ils ont des têtes, c'est vraiment, on a envie de leur foutre des baffes là, c'est et là où je suis arrêté, c'est la séquence polyamour. Vous savez, ça c'est la propagande de Netflix. On essaie de nous instaurer le polyamour, c'est tellement pas naturel qu'on nous fait du forcing avec ça. Là vraiment, et au bout d'un moment je me suis dit ok bon j'arrête là.
j'y arrive pas. Donc voilà, je me suis dit, ouais, peut-être que je me forcerai à regarder, mais je me suis déjà forcé à arriver jusqu'à l'épisode 2, et c'est bon, quoi. Au bout d'un moment, il faut vraiment que j'arrête de forcer à regarder des séries. Voilà, si ça me plaît pas, j'arrête. Voilà. Donc malheureusement, cette série n'a pas eu sa chance. Beaucoup de gens l'estiment comme l'une des meilleures séries de l'année. Je les comprends parce que voilà, il y a talent. Mais en plus, ce qui m'a énervé dans cette série, c'est qu'il y a des jumpscares complètement inutiles pour te rappeler que c'est censé être horrifique. Alors que non, ça marche pas quoi. Enfin, arrête. Enfin, tu sais, on te harcèle quoi. On te gueule à la figure des jumpscares complètement sortis de nulle part. Et au fait, c'est de l'horreur. Non mais c'est bon. Et calme-toi quand même, toi. Mais évidemment, je ne la range pas dans les pires séries de l'année. Faut pas déconner. Donc voilà, on arrive au numéro 1 de cette liste des pires séries de 2023. Attention, accrochez-vous, mettez vos ceintures. Fubar. Ah la vache. Attendez, ça enregistre là? Qu'est-ce que c'est que cette série? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un truc, c'est pas une série ça. Tout le monde me dit que oh mais c'est un petit plaisir coupable avec Schwarzenegger, pardon. Pardon? Non. Cette série pour moi ce n'est pas un plaisir coupable. C'est juste coupable. Voilà, c'est coupable. Vraiment. Non attendez, non mais on prend Schwarzy, mais pour le mettre à l'écran, mais prendre Schwarzy n'excuse pas tout. Ça ne fait pas une bonne série. Tu ne fais pas une bonne série juste en mettant Schwarzy. Vous savez que Stallone a fait une série aussi qui apparemment est très bonne. Je n'ai pas regardé. Tout le monde me dit que c'est très bien. Et là on me dit que ouais c'est la version Schwarzenegger, mais sauf que c'est sur Netflix. Ouais, mais par contre c'est de la merde ton truc. Non mais vraiment. Alors ok, je vais le relever quelques bons points parce qu'il y en a. La réal, c'est correct, c'est une réelle de Yes Man, mais ça fait l'affaire. Et si à côté t'as une bonne série bien écrite, ça aurait pu proposer quelque chose d'intéressant. La photo est très très belle, notamment les premiers plans avec Schwarzy quand il fume son cigare, c'est magnifique. Je me suis dit ça va être tellement bon. Oh oui, oh non c'est très mauvais, c'est mauvais vraiment. C'est cette écriture, ces dialogues, c'est écrit par un enfant de 8 ans. C'est pas possible autrement. On dirait une série, mais TF1. C'est un feuilleton TF1 avec la vieille musique. C'est horrible. Voilà, bon, évidemment, on est sur Netflix. La virilité est mise à mal dans cette série. Et moi, je ne peux pas m'empêcher d'imaginer que Netflix crache sur son spectateur en ramenant volontairement Schwarzy vieillissant pour le ridiculiser, pour le mettre spécifiquement dans une comédie d'action médiocre dévirilisante. En effet, Schwarzy est un mari raté qui accepte pitoyablement de manger à la table de son ex-femme aux côtés de son nouvel amant en famille. Tu ne sens absolument pas l'inspiration à la troullaille, hein. Pas du tout. Hein. Évidemment, c'est fait exprès, évidemment, il y a une évolution de personnage après. Tout comme sa fille qui est le stéréotype habituel de la femme forte et indépendante, hein, la femme girl power, complètement arrogante, la femme qui sait tout faire, qui est tartine des mecs de 100 kilos, en couple avec son homme soja qui l'attend sagement à la maison. Attends, je suis pas sûre de comprendre. Ce que tu essaies de dire, c'est que t'es pas sûre que je serai une bonne mère parce que je travaille. Non, oh là là. C'est du délire. Mais quoi? Si les rôles étaient inversés, si j'étais enseignante et que toi tu faisais mon boulot, personne te demanderait si t'arrives à gérer. Tout le monde trouverait normal que moi je reste à la maison avec le bébé. Mais c'est pas grave, enfin l'agence va apprendre à désensibiliser cette femme pour qu'elle puisse cuck son homme déconstruit pour une mission. Comme je vous l'ai expliqué, les dialogues sont insupportables, tout le monde dit de la merde. Tout le monde. Sans exception. Je vous jure, j'ai eu l'impression que les scénaristes font de leur mieux pour que ce soit le moins bon possible. Le moins bon. Mais tout est insupportable. Avec les marionnettes, là, le psychologue qui veut renouer les liens entre le père et la fille. Mais c'est nul. C'est nul. En fait, ce qui est horrible, c'est que le film se veut drôle. Il se croit drôle. Mais ce n'est pas drôle. Ça n'a jamais été drôle. Par exemple, on a une scène où le père et la fille font des blagues, des calembours sur des boissons gazeuses. Bon alors les calembours sont bien faits, mais la blague n'est pas drôle. C'est juste là pour le placement de produit. Oui, je vois votre petit jeu. Vous glissez des noms de boissons gazeuses dans la conversation. Je ne vois absolument pas de quoi vous parlez. Je crois que vous fantasmez, docteur. La blague est pas drôle. Alors anecdote, mais Schwarzy joue tellement mal, tu le sens vieillissant, qu'il ne se donne pas du tout pour ce rôle. Mais il joue tellement mal qu'au bout d'un moment, je me suis dit, bon allez, je vais mettre en VF. Au moins, j'aurai sa voix, vous savez, sa VF officielle.
Sauf que non, en fait, sa VF officielle n'est plus là. Alors, je ne sais pas si c'est parce que le doubleur d'origine est mort. Je sais qu'il était vraiment sur sa fin dans le dernier Terminator. Mais du coup, là, c'est une autre voix. Et du coup, ça m'a encore perturbé. Je me suis dit, ah, si. Enfin bref, ça reste toujours mieux que sa voix originale, qui est horrible, vraiment. Il joue beaucoup trop mal. Le plus insupportable dans cette série, je crois que ce sont les fausses références geeks. Tu sens que les mecs ne savent pas faire autre chose que se moquer des geeks. C'est vraiment, c'est des boomers. Voilà, c'est ça, c'est une série de boomers. C'est fait par des vieux qui n'y connaissent absolument rien à la jeunesse et qui pensent que se moquer des geeks qui font des références culturelles, c'est drôle. Alors que, bah non, c'est ridicule. Comme Retour vers le futur numéro 2, toute cette histoire est loin d'être terminée. Oh mon dieu, mais arrêtez de vous moquer des geeks comme ça, je me sens sali par cette série. Je crois que j'ai une bien meilleure idée. Mais arrêtez ça, enfin, mais c'est pas drôle du tout. Dans Star Wars épisode 4, Putain, mais vos gueules. j'ai insinué que tu faisais partie de ceux qui croient que le grand Moff Tarkin... Je suis sali par cette série. Mais le pire, c'est que c'est interminable. Interminable. C'est 8 longs épisodes de pratiquement 1 heure comme ça. Mais c'est trop. Arrêtez de faire des longues séries. Vraiment. Seuls les méchants ont un petit peu la classe. Les gentils, eux, sont des espèces de clowns dans une agence. Bref, poubelle, fubard, plus jamais, saison 2, 9. Nous arrivons maintenant à la partie des films, les pires films de l'année 2023. Et oui, ce n'est pas fini. Je sais que vous aimez le sang et que c'est pour ça que vous êtes là. J'ai sélectionné très exactement 10 films dans la catégorie des pires films 2023. En tout cas, au démarrage, c'est plus des déceptions que de véritables mauvais films. Donc en 10e position, nous avons Indiana Jones 10. Pour moi, c'est un non. Voilà, c'est un non clair et net. Beaucoup de gens, j'ai vu que beaucoup de gens s'étaient enthousiasmés sur l'épisode 5 en disant ah voilà, c'est meilleur que le 4, c'est le renouveau, ça sauve la licence. Pardon, j'ai vu des commentaires me dire oh, c'est bon, je sais que t'aimes bien chier sur Disney, mais là accepte enfin que c'est bien fait. Non les gars, c'est pas bien fait. C'est Mangold qui a réalisé le film. A réalisé beaucoup mieux que ça. Tu sens la pression de Disney qui lui écrase les épaules. Il a beaucoup plus de talent que ça. Le Mans 66, c'est un film incroyable. Tu ne me fais pas croire que c'est le même réal là. Il y a un problème là. Vraiment, ce Indiana, ce n'est pas l'aventure. C'est la fausse aventure. C'est l'aventure numérique avec beaucoup de courses-poursuites qui fatigue l'œil. Mais surtout, et ça j'en ai parlé dans ma longue critique, c'est très austère. C'est très vieux, c'est triste, c'est sad, c'est noir. Je sais pas, c'est pas pétillant, c'est pas du Indiana florissant, non, vraiment c'est négatif. Tu vois que Harrison Ford est fatigué et qu'il n'aurait pas dû jouer ce rôle, il n'aurait pas dû faire cette suite. Alors que dans le 4e film, que tout le monde aime descendre, je suis désolé mais ce 4e film est objectivement meilleur. Harrison Ford était bien plus dynamique, bien plus en forme, et ça se voit vraiment. Il y a des échanges très rigolos entre lui et avec sa femme, vous savez, mais c'est beaucoup plus pétillant. Alors certes, on peut lui reprocher plein de choses, le fait que on sent que Spielberg s'est fait un petit peu les dents sur les films d'animation et que ça fait une transition avec le Tintin en 3D, et c'est pour ça qu'il y a une surcharge numérique qui ne marche pas très bien dans ce 4e film, et ça je pense que j'en ai parlé, et je comprends aussi que les gens ont été lassés de l'apparition des extraterrestres, tout comme moi je suis lassé du patriarcat, mais c'est vrai qu'à l'époque il y avait un phénomène autour des extraterrestres dans les films, notamment ceux de Spielberg, et les gens étaient un petit peu lassés, et je comprends parfaitement, mais le 4 est bien au-dessus du 5, bien au-dessus. Écoutez, moi je vous invite à aller voir la critique de Padawan HD avec... il ramène un de ses potes qui est très jeune, qui a 20 ans. Il dit quelque chose de très pertinent, parce que lui en fait il a grandi avec le 4, du coup forcément il a été marqué par le 4e film. Il dit quelque chose de très pertinent. Bon, écoutez, je vais spoiler un petit peu, je suis obligé de spoiler un peu le 5. Bon, d'ici là je pense que vous l'avez vu, au pire bah, vous passez, il y a du chapitrage. Mais en fait, ce qui est très intéressant, c'est que ce mec-là, de ce jeune, donc de 20 ans, il a grandi avec le personnage de Shia LaBeouf, qui joue en gros le fils de Indiana, dans le 4e film. Et c'est intéressant parce que c'est vrai que les jeunes ont été marqués par ce personnage, et du coup, bah oui, forcément, il avait un petit peu la classe, il avait avec son petit blouson en cuir, sa moto, sa coupe en arrière, tout ça. Il a pu fasciner quelques gosses, quelques enfants, quelques garçons qui ont voulu s'identifier avec ce jeune. Et le fait que dans le 5, on le bute hors champ, c'est vraiment minable. C'est minable parce que on sait très bien pourquoi ils ont fait ça. Ils ont fait ça parce que féminisme
moderne. On avait besoin de plutôt mettre une femme en avant aux côtés de Indiana pour prendre la relève. Et je connais par cœur Disney. Je sais très bien ce que Disney a voulu faire. Ils ont fait ça pour préparer le terrain pour des suites spin-off, pour avoir leur Indiana en femme pour des séries. Mais vraiment, je voyais le coup venir à 10 000 km et tant mieux que ça a bidé. Tant mieux. Parce que pour obtenir ce résultat, eh bien, ils ont buté ce personnage masculin hors champ parce que c'est un homme. C'est misandre. Vraiment, mais c'est méchant. Je pense que Kathleen Kennedy n'a pas volé sa grosse fessée par South Park dans l'épisode dédié. Elle ne l'a pas volé. Vraiment, c'est méchant. Parce que faire ça, c'est méchant. Bref, on arrive en 9e position. Ah bah tiens, je l'ai mis en fait. Je l'ai mis. Bon, je pensais que j'avais oublié. En fait, non, je l'ai mis. Ant-Man et la guêpe. Bon, c'est un peu facile. En fait, j'ai pas grand chose à dire, quoi. J'ai déjà fait une vidéo entière dessus. C'est visuellement moche. Certes, les effets spéciaux sur la technique, ça peut passer, mais moi, ce qui m'a choqué, c'est la direction artistique. Tu ne peux pas sortir un film. En fait, les films d'aujourd'hui, les films de super-héros ne sont plus inspirés. Ils se perdent vraiment dans leur pognon, dans les effets spéciaux qu'ils peuvent nous produire. Moi, je vous invite à faire des films moins chers, mais plus inspirés, avec ouais, quelque chose de beaucoup plus beau à regarder. Ce film ne raconte rien d'intéressant. C'est vraiment le cas d'école parfait du super-héros qui se perd. Et en plus, pour un début de phase 5, c'est honteux. Voilà. C'est vraiment honteux. Ce n'est pas un mauvais film en soi, mais c'est vraiment... Par contre, oui, c'est un film raté. C'est pas mauvais en soi, mais c'est quand même raté. Pour ce que ça propose, c'est raté. Complètement. En 8e position, nous avons Hypnotique. Bon, j'ai pas envie d'en parler, j'en ai déjà fait une vidéo dessus. J'ai fait une vidéo entière sur Hypnotique. Voilà, vraiment, ça m'épuise d'en parler. Voilà. Donc, du côté, on zappe, on passe directement en 7e position, qui est Shazam 2. Pareil, même cas d'école que Ant-Man et la guêpe. Numéro 3, c'est Shazam 2, c'est raté. Voilà, c'est un film raté. Les effets spéciaux ne sont pas inspirés. Le fait de vouloir faire du sombre, de conserver débilement la patte de Snyder au niveau du style de l'image, alors que le film clairement ne se prend pas au sérieux, ça pique les yeux, c'est moche, c'est sad, bref, pareil, j'ai pas envie d'en parler, c'est un film raté, voilà. Il mérite sa place. En 6e position, j'ai mis Les Chevaliers du Zodiaque. Alors, c'est un peu la triche parce que voilà, c'est pareil, c'est facile, parce que tout le monde peut faire un film mauvais comme ça, et moi je me dis que c'est pas possible. Les gars le savaient qu'il faisait un mauvais film. Moi je ne connais pas cette licence, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo dédiée à ça. Je ne connais pas la licence, mais même sans la connaître, tu vois toutes les failles. Et le pire, c'est que même sans la connaître, même sans connaître Les Chevaliers du Zodiaque, l'original, le dessin animé ou le manga, même sans connaître ça, je voyais que c'était pas fidèle. Je voyais, parce que j'ai quand même grandi avec... j'ai vu des images depuis que je suis petit de cette saga, et le peu que je voyais que c'était pas ça. Parce que là, vraiment, mais pourquoi on a des CRS en armure? On a des CRS dans le rôle des méchants, mais c'est n'importe quoi. En plus, qui se la joue cyborg, mais non, mec, t'as juste un costume sur toi. C'est ridicule, mais bon, voilà. Je sais pas vraiment quel est pour bien parler de ce film. Donc voilà, je passe directement au film suivant en 5e position déjà, qui est The Marvels. C'est décidément, on a beaucoup de films de super-héros de Marvel d'ici. The Marvels, j'ai vu des gens dire que oh, c'est bon, ça va, c'est pas le pire. On pensera à la critique de Popcorn qui marque les critiques des blocs. Mec, en fait, le truc c'est que j'en ai rien à foutre de savoir que c'est pas le pire film de Marvel. En fait, je m'en fous quoi. C'est juste, je suis allé voir le film, j'ai vu un film insupportable, j'ai vu du girl power insupportable. J'ai vu un scénario insupportable, vraiment des blagues insupportables. C'est tout m'énerve. Vraiment, c'est ok, c'est peut-être pas le pire film, mais à ce stade-là, à ce jour, je veux dire aujourd'hui, c'est insupportable. Avant, peut-être que oui, ok, ça n'aurait pas été considéré comme le pire film, mais aujourd'hui, si. Non, je n'accepte plus ce genre de film. Je n'accepte plus. Donc voilà. Poubelle. En 4e position, nous avons Astérix Obélix, Empire du Milieu, pareil, un peu prévisible.
Mais écoutez, tu vois la différence de talent entre la version de Chabat et la version de Guillaume Canet. Et pourtant, Guillaume Canet, pour moi, ce n'est pas spécifiquement un mauvais réal, quoique, mais enfin, là en tout cas, il a fait ses preuves de mauvais. Surtout que, j'en ai parlé dans ma vidéo critique, mais quand tu compares deux scènes bien distinctes que tu vois dans la version de Chabat, et quand tu revois exactement ces mêmes scènes dans la version de Canet, donc je pense à la scène des bateaux pirates, mais c'est la même scène, sauf que la version de Canet c'est la même scène mais en moins bien. Et puis même, enfin, quelque chose qui fait beaucoup rire, c'est que on a voulu faire un film original sur la Chine, et apparemment il n'y a pas d'album d'Astérix qui se passe en Chine. Et moi je me dis que si il n'y a pas d'album qui se déroule en Chine, c'était pour une bonne raison. Voilà, c'est en fait l'univers Astérix s'inspire essentiellement de toute l'histoire de l'Europe. Et si on est parti en Égypte à un moment donné, c'est évidemment pour faire le lien avec la Grèce antique, la Rome antique, et la liaison avec l'Égypte, c'était juste une cohérence parfaite. Et le fait qu'on arrive en Angleterre, c'était aussi pour faire le lien avec voilà la guerre qu'il y a eu, les liaisons avec l'Angleterre, tout ça, les Bretons. Qu'est-ce qu'on fout en Chine? Mais vraiment, Guillaume, t'es sûr de vraiment connaître Astérix? Bref, pour moi, c'est un non. De toute façon, chaque film Astérix s'empire, ils ne savent plus en faire. Et surtout que moi, ce que j'avais apprécié dans la version de Chabat, c'est que Chabat savait qu'on ne pouvait pas fidèlement adapter Astérix. Du coup, il avait décidé d'en faire une sorte de parodie. Et on est plus sur une parodie de la BD qu'une véritable adaptation. Et au final, en faisant une parodie, eh bien, on se retrouve avec quelque chose de finalement beaucoup plus proche. Et c'est vrai quoi, le côté très toon, très cartoon, c'est, enfin, un cartoon mais adapté en version live, ça marche trop bien quoi. Et on reconnaît à fond Astérix, et c'est ça qui marchait quoi. Bref, mais c'est vrai que je suis assez d'accord avec les gens qui disent que le premier film contre César est un petit peu sous-estimé parce que il y avait des costumes magnifiques, des acteurs vraiment choisis pour leur talent. Je repense encore à César, j'en avais parlé dans ma vidéo critique, mais César il a été choisi pour son talent. Le fait d'avoir pris des acteurs un petit peu allemands, c'était vraiment excellent quoi, c'était pour l'immersion. Donc c'est vrai que j'ai toujours un bon souvenir de ce premier film, et il faut pas oublier quoi. Donc voilà, on passe à la suite. Nous sommes maintenant en 3e position, j'ai mis The Flash. Je ne comprends pas les gens qui valident ce film, c'est une honte. C'est une honte, ce film c'est un crachat en pleine face. Je n'arrive pas à croire encore une fois, là, on arrive avec le même phénomène que Star Wars, Disney, tout ça, mais je n'arrive pas à croire qu'on puisse avoir autant d'or dans les mains et qu'on puisse autant tout détruire. T'avais Michael Keaton en Batman en retour, enfin t'as fait un retour, mais pourquoi avoir fait ça? Enfin, pourquoi avoir fait un film comique? C'est du Scary Movie ce que j'ai vu. Ça me fatigue d'en parler. Vraiment, je pensais qu'on allait faire un truc sérieux. Alors ok, Flash, il est un peu rigolo, et tu peux faire un truc un peu rigolo, avec un peu de fraîcheur, voilà, mais sauf que Zack Snyder avait réussi à le faire avec Justice League, dans son, vous savez, sa version longue, sa version finale. C'est-à-dire que Flash était un petit peu comique, un petit peu frais. En plus, Snyder avait eu l'intelligence de retirer les passages un peu cons qui ont été ajoutés dans la première version, qui est complètement ridicule. Il a eu l'intelligence, et au final, on a un Flash très décontracté, très frais. Et moi je pensais vraiment que comment dire, le DCU allait tirer une leçon de ça. Et en voyant la bande-annonce de The Flash, je me suis dit waouh, ça va être stylé. Vraiment, la bande-annonce est mensongère. Ce film n'est pas comme ça, le film final. Pourquoi avoir mis autant d'humour, autant de cons, autant de ridicule? Mais c'est insupportable. Et surtout avec Michael Keaton. Bref, ça me fatigue. Ça me fatigue d'en parler. Écoutez, on passe à la suite. On passe en 2e position, Expendables 4. Pareil, j'ai fait une vidéo dessus. C'est une arnaque. Voilà. Ce film est une arnaque. Tu vois ça, tu te dis, mais où est passé le budget? Quand tu vois la pirouette scénaristique, et bon, je spoil, hein, rien à foutre, hein. Mais quand tu vois la pirouette scénaristique qu'on a créée pour faire disparaître Stallone, tu te dis, mais évidemment qu'il n'est pas mort. Évidemment qu'il va revenir à la fin. Et waouh, quand t'arrives à la fin sur le bateau, mais c'est moche, tu vois les bouts de fond vers l'écran, mais tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé sur le tournage? Vraiment, on a tué Expendables. On avait un truc de fou, on l'a tué. 2023, c'est marrant parce que là, j'arrive au bout de la liste et je me rends compte à quel point 2023, c'était quand même une année pas folle. Voilà,
D'ailleurs, allez voir la vidéo du Fossoyeur, la dernière, avec la séance de Marty, qui collabore avec lui. Allez voir cette vidéo, et je me suis retrouvé dedans, je me suis dit, ah là là, c'est pas juste moi, ce n'est pas que moi. Parce que vraiment, dans cette vidéo, il explique que le tournant, enfin 2023 a été un tournant dans le cinéma, et ça a été vraiment le marqueur, ça a été une preuve que le cinéma, en tout cas le cinéma occidental, grand public, s'est complètement essoufflé, et là on le voit, on le sent. Avant de passer au numéro 1 de la liste des pires films de l'année 2023, comme à chaque fois, quelques petites mentions de films qui ne sont pas dans la liste, comme par exemple Rebel Moon, partie 1, Enfant du feu. Je ne l'ai pas rangé dans la liste des pires films parce que bah, c'est pas mauvais. Par contre, c'est pas bon. Waouh, Zach. Vraiment, arrête de te cacher derrière oui, mais c'est Netflix, ils m'ont empêché de travailler. Franchement, j'avais que 2 petites heures pour faire ma petite version. C'est bon, arrête, c'est bon. Enfin, arrêtez de nous faire croire qu'on a besoin de 4 heures pour faire un bon film. C'est n'importe quoi. Star Wars, l'épisode 4, je crois que c'est 2 heures. Mais regarde ça! Regarde, compare ça! Compare le tout premier film Star Wars, là, renommé Un Nouvel Espoir. Regarde un peu la différence. Ça dure aussi longtemps, les personnages sont charismatiques, Princesse Leia, elle a la gueule, Luke, il a la gueule, Han Solo, il est sexy, il est trop stylé, et ils n'ont pas besoin de faire de kung fu pour avoir l'air, pour avoir la classe. C'est vraiment non, ce film c'est non. Mais c'est pas non plus mauvais quoi. Et je suis ouvert d'esprit, j'attends de voir la version longue qui apparemment est très différente de la version originale. C'est là le narratif habituel. Mais voilà, je suis quand même curieux. Mais on se fout de nous. Genre 20 ans pour écrire ça. Les personnages à chaque fois font des trucs stylés. On introduit les personnages par une scène d'action un peu stylée, mais en fait cette scène d'action à chaque fois n'apporte rien à l'histoire. C'est vraiment un truc complètement détaché. Regardez par exemple, j'ai juste un petit exemple. C'est, vous savez, la scène du Piaf géant là. Le Piaf qui ressemble à celui de Harry Potter 3. Comparez les deux scènes, c'est très intéressant. C'est très intéressant. On a une scène d'action avec cet aigle qui se fait chevaucher par l'espèce d'Indien. Donc voilà, une scène très classe, mais une scène qui ne sert qu'à montrer à quel point le personnage est stylé. Dans Harry Potter 3, on a une scène très classe où Harry Potter chevauche cette espèce d'oiseau volant géant là, et très stylé, mais en fait, cette scène Harry Potter apporte quelque chose à l'histoire. À quoi sert cette scène? En fait, c'est simple. Si tu retires cette scène, le film n'avance pas. Le film bloque. En fait, cette scène va servir plus tard, va servir à créer des liens avec Harry Potter, entre l'oiseau et Harry Potter. Et à la fin, ça va l'aider pour survivre, vous savez, face au loup-garou. Dans Rebel Moon, cette scène avec l'oiseau ne sert à rien. Voilà, ça sert juste à faire joli. Alors peut-être, je sais pas, peut-être que ça va servir dans le scénario, dans la partie 2. Évidemment, il faut toujours attendre la partie 2 pour que la prophétie se réalise, pour montrer à quel point le film est meilleur. Mais pour moi, même ça, c'est un fail, parce que tu dois, comment dire, même si tu fais un film en 2 parties, tu dois quand même proposer un film complet. Il faut que le film se suffise à lui-même, et quand tu enchaînes la partie 2, tu dis, ok, c'est la suite, mais l'histoire principale s'est achevée dans la première partie, ce qui n'est pas le cas. Bref, assez parlé de ce film. J'ai noté aussi Rétribution. Je l'ai pas mis dans ma liste des pires films. Beaucoup de gens disent que c'est le pire film du monde. En fait, c'est simple. Pour moi, la première partie du film, elle est vraiment très bonne. Vraiment, il y a des tensions qui montent. Le jeu d'acteur de Liam Neeson est impressionnant. Hein. Ce mec joue beaucoup trop bien. C'est dommage qu'il perde son temps dans des petits films d'action de con comme ça. Enfin, tu sens qu'il a besoin d'un petit peu de sous-sous. Il a besoin d'arrondir ses fins de mois parce qu'il est beaucoup moins. Il a une bien moins bonne réputation qu'avant où il enchaînait des gros films. Mais par contre, la seconde partie, c'est ridicule. C'est complètement nanar. C'est n'importe quoi. Tu sens que ça a été écrit par des boomers. Bref, voilà. Mais bon, c'est pas non plus le pire film que j'ai vu, donc je le mentionne seulement. Je mentionne également Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, un film que tout le monde adore, sauf moi. Voilà, je sais que je suis le seul à trouver ça pas ouf. Déjà, paye ton univers médiéval. Non, c'est pas médiéval ça. C'est New York. C'est moderne. Ça se passe dans l'espace bientôt. Non, sans déconner, mais c'est pas ouf quoi. Enfin, l'histoire est simple, banale. Les personnages sont...
ils sont intéressants, quoi, mais il y a des moments qui ont fait rire, d'ailleurs. Enfin, il y a des moments qui ont fait sourire. En termes d'humour, ça va, c'est correct, mais je ne comprends pas pourquoi les gens ont autant encensé ce film. D'ailleurs, anecdote, mais moi, j'ai très envie de faire Baldur's Gate 3. Je n'ai jamais fait les précédents. Et j'ai appris entre-temps que apparemment c'est Donjons et Dragons. Et là, je me suis dit, attendez, mais j'espère que c'est pas canon au film. Parce que le film, enfin, l'univers ne donne pas envie, quoi. C'est vraiment, c'est... Bref. J'en ai déjà parlé longuement dans une vidéo, je n'ai pas du tout changé d'avis. Mon avis est vraiment solide, stable, donc allez voir ma critique, je reste vraiment droit dans mes bottes concernant ce film. La Petite Sirène n'est pas dans mon top des pires films de 2023 parce que c'est pas le pire film du monde, faut pas déconner. Par contre, Disney nous a saoulés. Voilà, je pense que Disney nous a fatigués avec sa propagande, on peut le dire. Le fait de choisir une actrice noire, ou plutôt métisse, pour jouer Ariel, c'est de la provocation, on le sait, on le voit. Vraiment, ils n'ont fait ça que pour s'attirer le buzz, et au final, ça s'est un peu retourné contre eux. Ils pensaient que ça leur ferait décrocher le milliard. Au final, le film n'en a décroché que la moitié. Et par rapport à l'énorme budget et l'énorme budget marketing, ce film a été un petit flop, hein, finalement. Enfin, ça n'a pas été un flop. Il est rentré dans ses frais. Par contre, ça n'a été absolument pas le succès espéré de Disney. Bah oui, voilà, enfin c'est... Arrêtez de faire ça, arrêtez de provoquer comme ça. C'est... Bref, pareil, ça me fatigue. Écoutez, j'en ai très longuement parlé dans La Petite Sirène, dans ma vidéo critique dédiée à La Petite Sirène. Ensuite, Napoléon, pareil, je ne l'ai pas rangé dans les pires films, c'est pas le pire film du monde, hein, faut pas les connaître non plus. Mais, déception. Très déçu de ce film, très déçu. C'est très déçu de Joaquin Phoenix, sa performance n'est pas bonne du tout, ça se voit qu'il est perdu, qu'il ne sait pas comment jouer Napoléon. De plus, paraît-il qu'il n'était pas renseigné sur le personnage de Napoléon. C'est un scandale, quand tu veux jouer ce type de rôle, tu dois le connaître, c'est un personnage historique, c'est pas un personnage de jeu vidéo. Tu dois le connaître, tu dois t'imprégner de ton personnage, tu dois plonger dedans. Il y a apparemment beaucoup de scènes avec lui, beaucoup de scènes ont été improvisées de la part de Joaquin Phoenix. Et Ridley Scott s'est dit, oh là, il ne se sentait plus pissé. Et le mec s'est dit, oh ouais, trop stylé, genre la scène où il rampe sous la table, apparemment ça a été improvisé. Mais c'est ridicule, comment tu peux improviser une scène si tu ne connais pas le personnage? C'est ridicule. Bref, j'en ai longuement parlé dans une vidéo de quasiment 20 minutes, je crois. Donc, allez la voir. J'ai noté également Scream 6. C'est un non. Voilà, pour moi, c'est un non. C'est pas un mauvais film. C'est pour ça que je l'ai pas rangé dans les pires films. Mais c'est un non, clairement. Voilà. J'en ai déjà parlé longuement. Aquaman et le Royaume perdu. J'aurais pu le mettre dans les pires films. Sauf que non, c'est pas le cas. Pour moi, c'est pas le pire film. C'est vraiment un film, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo critique, c'est un film complet, voilà, salade, tomate, oignon, qui va remplir son contrat, qui va faire des personnages ultra clichés, mais qui remplissent leur fonction. Ils ont un début et une fin, une petite évolution à chacun, voilà, ça fait passer le temps. Par contre, waouh, mais qu'est-ce que c'est pas ouf, qu'est-ce que c'est pas intéressant, qu'est-ce que c'est oubliable. Qu'est-ce que j'ai envie de passer à autre chose. J'ai envie de passer à la suite là. Hop, je passe à la suite. En eau très trouble. Je l'ai pas mis dans les pires films parce que c'est un film qui se veut nanar et il l'assume parfaitement. Le problème c'est que la première partie m'a vraiment fait chier. Je me suis emmerdé. Alors que la seconde partie est vraiment comique, c'est amusant. Mais j'aurais aimé que tout le film soit comme la seconde partie. Vraiment, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. La première partie, c'est chiant. C'est long. Vraiment, c'est... Enfin bref, donc là, je ne l'ai pas rangé parce que ça m'a quand même fait un peu rigoler, mais bon. Ensuite, Barbie n'est pas dans ma liste des pires films. Là, je pense que certains devaient penser que j'allais ranger Barbie en numéro 1. Et non, Barbie n'est pas dans les pires films 2023. Pourquoi ? Parce que Barbie, et je pense que j'en ai longuement parlé dans ma vidéo critique, Barbie n'est pas un mauvais film, au contraire, c'est même plutôt un bon film. Par contre, Barbie, pour moi, est simplement une propagande stalinienne, voilà.
Mais vraiment, enfin, je rigole avec ça, mais vous savez qu'à l'époque de Staline, l'URSS, on produisait ce genre de film. Hein. On produisait ce genre de film avec des messages très forts pour embellir la propagande dans le sens du poil. Mais ce film Barbie, ça brosse le féminisme dans le sens du poil. Et c'est insupportable. J'ai vraiment envie de mettre des claques. Mais en fait, et c'est pas fini parce que, écoutez, je me suis baladé un petit peu sur Twitter hier. Alors, je n'ai pas installé Twitter sur mon téléphone parce que sinon j'y serais accro. Mais des fois, ça m'arrive un petit peu de me balader, voir si on parle de moi. Moi. Et en fait, je tombe sur un statut, un tweet, c'est d'un gars. Alors, je vous lis le tweet. Je vous lis. Un gars qui va prendre un extrait de Dirty Tommy qui parle de Barbie. Évidemment, il n'en parle pas en bien. Et ce gars retweet en disant « Alors là, on a trouvé la palme d'or de la masculinité fragile. » Alors déjà, petite pause. Petite pause. Est-ce que, aujourd'hui, il est encore possible de ne pas aimer un film politique, parce que ce film est politisé, Barbie est un film politique. Est-il possible de ne pas aimer un film politique sans être traité de fragile? Est-ce que c'est encore possible? Je demande, hein. Est-ce qu'on a le droit? Le film montre littéralement que c'est la société qui encourage le patriarcat et que les hommes ne sont pas fondamentalement sexistes. Le mec a pas terminé le film, c'est pas possible. Et là, quelqu'un lui répond, en même temps, Dirty Tommy vit dans un monde avec ses copains Merege et Plot Time. Ce sont les pires réactionnaires de YouTube ciné-série. Alors, le trio Dirty Tommy, Merege, Plot Time, ça revient à chaque fois. Hein. Au moins une fois par semaine, ça y revient. Et en gros, on nous explique que qu'on n'a pas compris le film. En fait, on n'a pas compris le film. Alors qu'est-ce que le film raconte? Le film raconte quoi? D'ailleurs, parce que beaucoup de gens dans les commentaires de ma vidéo sur Barbie disent « Je crois que tu es passé à côté du film, en fait. Je crois que t'as pas compris, en fait. » Alors, voici le message du film. Accrochez-vous. Vous êtes prêts? Voici quelqu'un qui explique le message du film. Le film montre surtout que peu importe le sexe, on est égaux et que peu importe le sexe dominant, ça sera toujours mauvais. C'est une critique du wokisme avant toute chose, et surtout l'idée de ne pas inverser la tendance, mais bien d'égaliser les choses. Vous savez, quand je vois ça, quand je vois ce genre de commentaires, j'ai vraiment l'impression de lire quelqu'un qui essaie de m'expliquer Batman. Attends, non, je t'explique Batman, je crois que t'as pas compris, mon gars. T'as pas compris Batman. Vous n'avez pas compris le film Barbie. Je vais vous expliquer. En fait, Batman, c'est les parents qui sont morts, et en fait, Batman, il va se venger, et en combattant le crime pour éviter que d'autres parents meurent et créent d'autres orphelins, en fait. Tu vois. Je crois que t'as pas compris Batman, en fait, tu vois. No shit, Sherlock. Je l'avais pas compris. Ah merde! J'ai pas compris Barbie. Oh merde! Oh, c'est con ça! Bon, un peu de sérieux, je pense que ce qu'on reproche tous à Barbie, tous les gens qui n'ont pas aimé, c'est justement le fait que ce soit pas subtil du tout. T'as compris? Je crois que c'est toi qui n'as pas compris notre propos. Le fait que le film ne soit pas subtil du tout, et surtout que sous des airs d'égalité, je suis désolé, mais tu sens le mépris. Mais vraiment le mépris pour la masculinité, pour les hommes. Le fait de dire que, oh regardez, en fait, ce sont les hommes qui sont manipulés par le patriarcat et qui les poussent à devenir ainsi. Je ne suis pas d'accord avec ces critiques. Je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que comme je vous l'expliquais dans ma vidéo critique, lorsque Ken arrive dans la société, en gros, il est contaminé par le patriarcat. Parce que la société, telle que nous vivons aujourd'hui, est patriarcale. Ce qui est faux. D'ailleurs, je me suis fait engueuler, j'ai reçu des messages de femmes disant « Oh, c'est ce déni, c'est honteux, c'est honteux !» Parce que j'ai dit que nous ne vivons plus dans une société patriarcale. C'est factuel. En fait, les gens confondent patriarcat, société patriarcale et oligarchie. Et l'oligarchie, en effet, c'est représenté par une poignée d'hommes. Et il faut battre ça. Mais en fait, cette poignée d'hommes ne représente pas les hommes. Mais c'est un sujet différent. C'est un sujet complètement différent. Et pour le coup, ça aurait été intéressant de parler de ça. Ça aurait été intéressant que Barbie combatte l'oligarchie, vous savez, le petit pouvoir tenu par une poignée d'hommes. Mais d'où tu me parles que les hommes sont influencés par la société patriarcale? Parce que non, les femmes n'ont plus besoin de demander l'autorisation à leur homme pour ouvrir un compte en banque. Les femmes peuvent travailler. Les femmes peuvent faire ce qu'elles veulent. On ne vit plus dans une société où les femmes ont besoin de passer par les hommes d'abord
pour commettre une action. Vous comprenez? Et le patriarcat, c'est encore autre chose. Tout comme l'oligarchie, c'est autre chose. Et en fait, ce qu'on nous démontre dans le film Barbie, c'est plus l'oligarchie que la société patriarcale. Et vu que nous vivons plus dans une société patriarcale telle que nous l'avons connue à l'époque, eh bien, il faut l'imaginer. Il faut imaginer qu'est-ce qui peut rendre les hommes patriarcales. Et bien voilà, comme j'expliquais dans la vidéo critique, eh bien on montre des images de Stallone, on montre la musculation, et du coup ça inspire les hommes à devenir masculins, virils et toxiques. Mais c'est un film écrit par des boomers. C'est un film écrit par des gens qui n'ont jamais soulevé une haltère. Enfin, vous êtes au courant que les femmes aujourd'hui adorent la musculation. De plus en plus de femmes font du sport parce que c'est le sport aujourd'hui, c'est vraiment un pouvoir qui permet de faire partir l'anxiété dans le système dans lequel on vit. Et c'est ridicule, enfin, le fait de montrer des images de Stallone en disant « Ah voilà, ça va rendre les hommes toxiques !» Mais c'est ridicule. Enfin, En fait, ce que je reproche à ce film, c'est que c'est mal fait. Son message est mal fait. Et tu sens le mépris pour les hommes sous des airs d'égalité, où les Ken restent cons jusqu'à la fin, et que Barbie, par contre, a le droit à son truc un peu psychédélique, qui ne raconte rien, à part le fait qu'elle a un vagin. Mais enfin, vraiment, je hais ce film, mais vu que je ne suis pas mauvaise foi comme tous ces gens, je ne le range pas dans la catégorie des pires films, parce que ce n'est pas le cas, ce n'est pas le pire film. Il y a encore un film au-dessus de tout ça. Voilà, le numéro 1 des pires films 2023, roulement de tambour. Peter Pan et Wendy. N'oubliez pas Wendy, hein. Il faut penser un petit peu à l'égalité des sexes. Oh la vache, ce film. Bon, évidemment, j'en ai longuement parlé en vidéo. Je crois que c'est le pire live action de Disney. Voilà. La Petite Sirène est un chef-d'œuvre à côté. Vraiment, ce film, c'est mauvais, c'est moche. Le visuel est dégueulasse. Il n'y a pas de magie. Vous savez, le pays imaginaire ressemble juste à un vieux paysage de cons. Enfin, j'en ai longuement parlé. En fait, j'en ai tellement parlé que ça m'a épuisé à la fin, quoi. Vraiment, allez voir ma critique sur ce film. Ce film est lunaire. Il mérite sa place en numéro 1 des pires films que j'ai pu voir, la pire insulte. Les Disney qui ne comprend rien à ce qu'il fait, à ce qu'il adapte. Il ne comprend rien à Peter Pan. Le fait de discriminer, le fait de rejeter la faute, vous savez, sur le film original, le dessin animé, en mettant un message de con sur Disney Plus pour dire que, attention, à l'époque, c'était un petit peu discriminant. Vous n'avez rien compris à Peter Pan. Vous n'avez rien compris. Vous ne comprenez rien au dessin animé, au cartoon. Vous n'avez pas d'âme. Vous n'avez tellement pas d'âme que vous êtes incapable de reproduire un film stylé comme Peter Pan. Enfin, Peter Pan, c'est magique, c'est pétillant, c'est frais, c'est rafraîchissant, et la remake, la version live de 2000, je crois, est tellement au-dessus. Juste regardez ce film, comparez, enchaînez les deux films. Prenez le film de 2000 et ensuite enchaînez sur Peter Pan et Wendy de 2023 et vous allez mourir. Enfin, comment on peut autant désévoluer? C'est une désévolution. Ah, mais vraiment, c'est infernal. Vous savez d'ailleurs, Hook, dans ma vidéo critique, j'avais dit que oui, certes, c'est un peu vieilli, c'est un petit peu plus kitsch, mais en fait, pendant que je prenais les extraits des films pour faire ma vidéo, et j'ai revu quelques passages de Hook, et en fait j'avais oublié à quel point c'était mais visuellement ouf, et c'est normal, c'est Spielberg, mais c'était ouf, et en plus de ça, c'était progressiste, on avait beaucoup de diversité parmi les enfants perdus, et c'était complètement cohérent, alors que là on a besoin de faire de la diversité complètement débile, avec de l'inclusion de femmes, enfin bref, j'en ai déjà parlé longuement, mais là en fait, le Hook de Spielberg était progressiste pour l'époque. Et c'était merveilleux, c'était magique. Et les décors étaient magnifiques. Et moi, j'avais oublié ça. En revoyant les extraits, je me suis dit, mais en fait, c'était magnifique. C'était magnifique. La musique était magnifique. Tout était beau. Robin Williams, c'était beau. C'est l'ambiance et ça fait rêver. Enfin, bref. On vit une époque triste, sombre, lugubre. Voilà, Écoutez, ce film mérite sa place en numéro 1. Je le hais. Je le hais. Bref, j'ai suffisamment déversé ma haine sur ce film, donc allez voir ma critique. Écoutez, on a fait le tour. Je pense qu'on a suffisamment de mauvais films et séries comme ça dans cette vidéo. Moi, je suis un peu crevé maintenant. Si vous avez votre propre liste également, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, j'y porterai attention. Votre propre liste des pires films et pires séries. Voilà,
Et régalez-vous, mettez tout ça dans les commentaires, je les lirai, et sur ce, nous allons pouvoir conclure cette vidéo. N'oubliez pas d'utiliser mon lien Raid Shadow Legends dans la description ou de scanner mon QR code pour obtenir des bonus d'entrée pour les nouveaux joueurs avec 2 champions épiques. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, souscrire si vous pouvez, et de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.